bienvenue. Ici, nous explorons le monde avec calme et curiosité, pour vous accompagner vers un sommeil doux et apaisé. Pensez à vous abonner et à laisser un like dès maintenant, car dans quelques instants, vous serez déjà prêt à dormir. Fermez les yeux, tout commence. Les origines anciennes de la Perse. Les premières traces de la civilisation perse remontent à plusieurs millénaires avant notre ère, inscrivant cette région dans le berceau des cultures anciennes du plateau iranien. Cet espace géographique, marqué par une diversité de paysages allant des montagnes aux plaines arides, a vu se développer des sociétés complexes bien avant l'avènement de l'empire achéménide. L'histoire de la Perse commence donc dans ces communautés primitives, dont les vestiges archéologiques témoignent d'une organisation sociale et économique structurée. Ces sociétés fondatrices se sont progressivement unifiées sous des formes d'autorité locale, posant ainsi les jalons d'une gouvernance étendue. Dans la mythologie perse ancienne, plusieurs récits tentent d'expliquer l'origine du peuple iranien et de ses souverains. L'un des plus célèbres met en scène le roi légendaire Jamshid, dont le règne aurait instauré l'ordre et la civilisation. Ces mythes, bien que symboliques, révèlent la valeur attribuée à la royauté et à la légitimité divine qui l'accompagne. Ils fonctionnent également comme des supports identitaires, ancrant les habitants du plateau dans un récit commun et un patrimoine partagé. Ces traditions orales et écrites préparent le terrain à la formation d'un État centralisé, où la loi et la religion s'entrelacent étroitement. Les premiers grands États perses ne prennent forme qu'avec l'émergence des Mèdes et des Perses proprement dits. Les Mèdes établissent un royaume puissant, qui s'étend sur une large partie de l'Iran actuel, unifiant différentes tribus sous une autorité commune. Les Perses, originaires quant à eux du sud-ouest du plateau, bénéficient de voisins et de contacts commerciaux qui enrichissent leur culture et leur savoir-faire. Ces dynamiques conduisent à la fondation d'un empire qui surpassera ceux qui l'ont précédé en étendue et en influence. L'intégration des populations conquises s'accompagne d'une assimilation progressive des coutumes et des langues variées qui cohabitent sur ce vaste territoire. L'organisation politique des premières dynasties perses repose sur un système administratif avancé pour son époque. Le territoire est divisé en provinces régies par des satrapes, représentants directs du souverain. Cette structure garantit à la fois l'unité de l'empire et une certaine autonomie locale. L'efficacité du contrôle central est renforcée par un réseau routier étendu facilitant la circulation des armées et du courrier. Le souverain est considéré comme le pivot de cet appareil, détenteur d'un mandat sacré lié à la notion de justice royale, ou phorasie. Cette stabilité politique sera un facteur déterminant dans la durabilité de l'État perse. Parallèlement à cette organisation, la culture perse anciennement développée manifeste une richesse remarquable dans les domaines de la religion, de l'art et de la philosophie. La religion zoroastrienne, fondée sur les enseignements de Zarathustra, prône une dualité entre le bien et le mal et influence profondément la conception éthique du pouvoir. Les temples, les chants liturgiques et les rites sacrés structurent la vie sociale et spirituelle, renforçant le lien entre le peuple et sa direction. L'esthétique perse, visible dans les motifs architecturaux et les objets précieux, reflète à la fois une maîtrise technique et un sens symbolique très élaboré. Cette longue tradition culturelle contribue à forger une identité durable, reconnue et respectée au-delà des frontières. L'économie de ces premières sociétés perses repose sur l'agriculture, l'élevage et le commerce. La fertilité des vallées fluviales permet la production de céréales, de dattes et de vin, tandis que l'élevage ovin et bovin assure des ressources complémentaires. Le trafic commercial, notamment avec les voisins mésopotamiens et indiens, facilite l'échange d'or, d'argent, de pierres précieuses et de textiles fins. Ces échanges favorisent l'innovation technique et stimulent le développement urbain. Les villes prospères deviennent des centres d'artisanat
et de pouvoir, où se croisent marchands, soldats et fonctionnaires, renforçant le dynamisme de la région. La géographie joue un rôle crucial dans la formation de la Perse antique. Fréquemment exposé aux invasions et aux migrations, le plateau iranien est également un carrefour entre l'Orient et l'Occident. Cette position stratégique contribue à l'ouverture des cultures perses sur le monde, tout en exigeant une capacité d'adaptation face aux défis militaires. La maîtrise de ces conflits, souvent sanglants, participe à la consolidation de la puissance et à la construction d'une légitimité impériale fondée sur le respect et la crainte. Cette lutte constante entre expansion et défense influence profondément la mentalité politique perse. Les assemblages culturels et politiques observés dans cette période pré-empire montrent une formation progressive d'une identité perse, à la fois unifiée et diverse. Les tensions entre pouvoirs nomades et sédentaires, ainsi qu'entre différents groupes ethniques, sont résolues par une politique d'intégration habile. Cette capacité à embrasser la pluralité tout en imposant un ordre centralisé constitue une caractéristique majeure de la Perse ancienne. La société perse valorise ainsi l'équilibre entre tradition et innovation, entre autorité et liberté locale, rendant hommage à une compréhension sophistiquée de sa propre complexité. Le passage des sociétés des Mèdes et des Perses à l'empire achéménide incarne cette évolution. Sous la direction de Cyrus le Grand, considéré comme le fondateur de l'empire, l'unification politique est menée avec une ambition nouvelle et un respect relatif des coutumes locales. L'empire qui en résulte étend son influence de l'Asie mineure à l'Indus, établissant un modèle administratif exemplaire pour l'époque. Ce phénomène marque le début d'une ère où la Perse devient un acteur majeur des relations internationales, avec une capacité à gérer la diversité culturelle à une échelle inédite. Les archives et monuments issus de cette époque témoignent d'une maîtrise technique et artistique impressionnante. Des reliefs sculptés aux inscriptions détaillant les exploits royaux. Chaque élément donne à voir une civilisation consciente de sa grandeur et soucieuse de préserver son héritage. Cette époque est aussi celle de la compilation de textes sacrés et législatifs qui orientent la conduite du pouvoir et la vie sociale. L'écriture cunéiforme, héritée des anciens peuples mésopotamiens, est adaptée pour retranscrire les langues iraniennes, facilitant ainsi la transmission des savoirs. Cette période ancienne du développement perse prépare les fondations sur lesquelles s'érigeront plus tard des réalisations majeures. La synthèse originale entre les dispositifs administratifs, les croyances religieuses et les expressions artistiques construit une civilisation à la fois puissante et équilibrée. L'enracinement dans des traditions anciennes confère à la Perse une continuité et une unité qui permettront aux souverains futurs de faire face aux défis intérieurs et extérieurs. Ces racines anciennes constituent un élément central de la compréhension de l'histoire iranienne dans son ensemble. Ainsi, cette longue marche depuis les premières communautés agraires jusqu'aux premiers empires définit l'essence d'une région qui ne cessera de fasciner par sa richesse historique et culturelle. L'équilibre entre innovation et tradition, entre pouvoir centralisé et reconnaissance des diversités locales, reste au cœur du projet perse. Cette expérience originelle éclaire non seulement les succès passés, mais aussi les évolutions qui façonneront l'Iran dans les siècles suivants. On peut désormais poursuivre l'étude en abordant les transformations profondes engendrées par les grandes dynasties qui suivirent. L'empire achéménide et sa portée. L'empire achéménide s'étendit à une époque où l'essor des civilisations se mesurait à l'ampleur de leur territoire et à la complexité de leur organisation. Fondé par Cyrus le Grand au milieu du VIe siècle avant notre ère, cet empire embrassait un espace considérable, allant des plaines de la Méditerranée orientale jusqu'aux confins de l'Inde. La puissance de l'empire reposait non seulement sur son étendue géographique, mais surtout sur la cohésion administrative qui lui permettait de gérer une diversité de peuples et de cultures. Cyrus, dès les premiers pas de son règne,
établit un modèle de gouvernance qui associait respect des coutumes locales et centralisation politique. Il remit en ordre les territoires conquis en instituant des satrapies, divisions provinciales dirigées par des gouverneurs loyaux, chargés de percevoir les impôts et de maintenir l'ordre. Cette méthode favorisait une intégration paisible des populations variées, tout en maintenant une autorité centrale forte. Ce système fut élaboré et perfectionné par ses successeurs, notamment Darius Ier, dont le règne fut marqué par une organisation rigoureuse et de grandes réalisations administratives. Darius, qui monta sur le trône au début du 5e siècle avant notre ère, élargit l'empire et implanta une structure administrative plus sophistiquée. Son invention de la route royale, une vaste voie de communication de plusieurs centaines de kilomètres traversant l'empire, facilitait le déplacement des messages et des troupes. Par ailleurs, il introduisit une monnaie unifiée, favorisant les échanges économiques et renforçant l'unité commerciale du vaste territoire. Ces innovations permirent d'assurer la stabilité de l'Empire, qui devint un modèle d'efficacité bureaucratique. Au plan politique, les Achéménides réussissaient à conjuguer diversité culturelle et unité politique grâce à une certaine tolérance religieuse et culturelle. Les conquérants respectaient souvent les croyances et les traditions des peuples conquis, ce qui atténuait les tensions et favorisait la coopération. Cet équilibre délicat contribua à forger une identité perse qui s'inscrivait dans l'assimilation de multiples héritages culturels. Ainsi, l'empire achéménide n'était pas une domination brutale, mais une intégration consciente des richesses de l'Orient ancien. L'importance de cette période se manifeste aussi dans le domaine artistique et architectural. Les palais de Persépolis, élevés sous Darius et son fils Xerxès, restent le témoignage éclatant de la grandeur de la civilisation achéménide. Ces édifices monumentaux, décorés de bas-reliefs représentant les différentes nations de l'Empire rendant hommage au roi, symbolisaient la suprématie de la monarchie perse tout en célébrant la diversité des peuples intégrés. Chaque élément architectural était empreint d'une signification politique et spirituelle forte, exprimant la puissance et la pérennité du régime. La langue officielle de l'administration, le vieux perse, fut utilisée dans les inscriptions royales et les documents officiels, facilitant la communication à travers cet immense territoire. Cependant, les populations continuaient à parler leur langue propre, ce qui soulignait le caractère multiethnique de l'Empire. Cela illustre l'attitude pragmatique des dirigeants achéménides qui favorisaient l'harmonisation sans uniformisation. Ils comprenaient que la force de l'Empire résidait autant dans la diversité culturelle que dans une gestion centralisée. La religion joua également un rôle essentiel dans la légitimation du pouvoir. Le zoroastrisme, religion dominante à cette époque, proposait une vision dualiste du monde et valorisait des principes éthiques tels que la vérité et la justice. Ce cadre spirituel imprégnait la pensée des souverains achéménides, qui se présentaient comme des défenseurs de l'ordre cosmique contre le chaos. Toutefois, leur politique religieuse demeurait tolérante, permettant aux cultes locaux de perdurer et s'adaptant aux différentes traditions au sein de l'Empire. Sur le plan militaire, les Achéménides mirent en place des armées composées de soldats venus des diverses régions. Ces forces multinationales étaient organisées selon des unités spécifiques représentant chacune un peuple. Cette diversité constituait une force stratégique, mais aussi un défi constant à la cohésion. Les campagnes militaires, dirigées par des généraux expérimentés et parfois par le roi lui-même, visaient à défendre les frontières ou à repousser les invasions, notamment celles des Grecs, représentant d'une culture rivale qui allait profondément marquer l'histoire de la région. L'apogée de l'Empire fut confronté à de multiples défis, notamment les tensions internes et les conflits extérieurs. La révolte des cités grecques d'Asie mineure, suivie des guerres médiques, mit à l'épreuve la résistance perse. Malgré des victoires initiales,
Comme à Marathon, les Achéménides durent affronter l'expansion grecque sous Alexandre le Grand. La conquête d'Alexandre mit fin à l'empire achéménide, mais celle-ci ouvrit une nouvelle ère d'échanges culturels entre l'Orient et l'Occident, dont l'héritage allait perdurer. L'apport de l'empire achéménide se mesure aussi dans sa contribution à la construction d'une conscience nationale perse. C'est durant cette période que s'enracina l'idée d'une identité commune, fondée sur un passé glorieux et une culture riche. Cette mémoire collective allait influencer les dynasties futures et les mouvements politiques qui façonneraient l'histoire de la région. En effet, les symboles et les récits de cette époque furent invoqués bien des siècles plus tard pour justifier la continuité de la civilisation perse face aux bouleversements. Enfin, cette période exemplaire fournit un cadre de référence incontournable pour comprendre la complexité et la richesse de l'histoire iranienne. L'équilibre entre diversité culturelle et centralisation administrative, la capacité à intégrer des peuples multiples, ainsi que la valorisation d'une identité collective sont des éléments qui résonnent encore dans l'expérience contemporaine de l'Iran. Le rayonnement des Achéménides, malgré la fin de leur empire territorial, marque un jalon fondamental dans la trajectoire historique du Moyen-Orient. Cette introduction à la grandeur de l'empire achéménide prépare à l'examen des transformations ultérieures, marquées par la montée de l'islam, l'évolution politique et culturelle qui s'ensuivit, et les dynamiques modernes qui redéfiniraient l'Iran dans le monde contemporain. La période hellénistique et les Séleucides. Après la disparition d'Alexandre le Grand en 423 avant notre ère, ses conquêtes se fragmentèrent rapidement sous la pression des luttes de pouvoir parmi ses généraux. La vaste Perse, jadis sous domination achéménide, entra alors dans une nouvelle ère. Cette période, désignée sous le nom d'époque hellénistique, fut marquée par l'établissement de la dynastie des Séleucides, fondée par Séleucos Ier, l'un des généraux d'Alexandre. Ce changement politique bouleversa l'équilibre régional et introduisit un mélange inédit entre les cultures grecques et perses. La domination séleucide s'étendit du Levant à la Mésopotamie et, pour un temps, engloba les provinces orientales de l'ancien empire perse. Le pouvoir séleucide signifia un tournant où la structure administrative et sociale fut influencée par des idées helléniques dominant auparavant le monde méditerranéen. Les Séleucides adoptèrent une politique qui chercha à intégrer les traditions perses tout en imposant des éléments de culture grecque, notamment dans les domaines de l'urbanisme, de la religion et de l'art politique. De nombreuses cités nouvelles furent fondées selon un modèle grec classique, avec un plan en damier, des agoras et des théâtres. Ces villes, telles que Séleucie du Tigre, devinrent des centres vitaux qui facilitèrent la diffusion des idées helléniques en Orient. La fondation de ces cités servit également à contrôler les populations locales et à asseoir l'autorité des Séleucides sur des territoires vastes et diversifiés. Par ailleurs, cette implantation urbaine influença les modes de vie locaux, entraînant une certaine gradation entre les populations grecques et les habitants autochtones. Sur le plan religieux, l'époque séleucide fut caractérisée par la coexistence entre le polythéisme grec et les anciennes croyances iraniennes. L'intégration des dieux grecs aux panthéons locaux permit un syncrétisme complexe. Zeus fut souvent assimilé à Ahura Mazda, la divinité suprême zoroastrienne, tandis que d'autres cultes locaux maintinrent leur place dans la pratique quotidienne. Cette complémentarité religieuse permit de stabiliser des sociétés marquées par des traditions spirituelles anciennes tout en s'ouvrant à une modernisation culturelle. Toutefois, les tensions religieuses et les résistances apparaissaient parfois, notamment dans les régions où la population persane conservait un fort attachement aux rites ancestraux. La langue grecque devint rapidement la lingua franca des élites et de l'administration séleucide. Les inscriptions officielles, les documents administratifs et les échanges culturels se firent essentiellement en grec. Cela contribua à l'éclat historique de cette époque, qui
qui fut aussi celle de la rédaction d'importants traités philosophiques et scientifiques dans cette langue. Cependant, dans les campagnes et parmi les populations locales, les langues iraniennes continuèrent de survivre parallèlement. Cette compétence bilingue approximative entraîna parfois des frictions, mais favorisa aussi la naissance d'une culture hybride unique, mêlant expression et pensée issues des deux mondes. Politiquement, les Séleucides durent faire face à de nombreux défis, tant internes qu'externes. La gestion de territoires éloignés provoquait fréquemment des révoltes et un affaiblissement de l'autorité centrale. De plus, les pressions militaires de royaumes voisins tels que les Parthes à l'est, l'Égypte lagide au sud-ouest et les cités grecques indépendantes exigeaient une diplomatie habile et des campagnes militaires coûteuses. Ces confrontations répétées eurent pour effet d'affaiblir progressivement le contrôle des Séleucides sur leurs vastes possessions, donnant place à l'émergence d'autres pouvoirs régionaux. Le pouvoir séleucide demeura cependant important jusqu'au IIe siècle avant notre ère, où il commença à décliner face aux forces montantes. La culture matérielle de cette période témoigne de cette hybridation. Les objets d'art, les inscriptions et l'architecture reflètent une fusion des styles helléniques avec des motifs perses. Par exemple, les stucs et les reliefs montrent une influence grecque dans leur composition, tout en intégrant des symboles traditionnels perses. L'art séleucide montre parfois une admiration pour la figure humaine et l'esthétique classique, par opposition à l'art plus symbolique des périodes précédentes. Cette synthèse artistique est l'un des éléments distinctifs de l'époque hellénistique en Perse, révélant la complexité de cet échange culturel prolongé. Un aspect essentiel à souligner concerne l'impact de l'hellénisation sur la société perse. L'introduction des institutions politiques grecques, telles que les cités-États ou les systèmes de conseil, ne fut pas adoptée uniformément à travers tout le territoire. Alors que certaines élites locales embrassèrent ces pratiques pour renforcer leur pouvoir, d'autres restèrent fidèles aux structures monarchiques et tribales traditionnelles. Ce double système reflète les tensions entre changement et conservation, entre innovation venue de l'Ouest et permanence des racines orientales. Ainsi, la société perse de l'époque séleucide était loin d'être homogène, mais plutôt un paysage complexe où se côtoyaient diverses influences souvent contradictoires. Sur le plan économique, la domination séleucide favorisa les échanges commerciaux à travers l'Eurasie. Le réseau de routes et de voies commerciales, hérité de l'empire d'Achéménide et développé par les souverains hellénistiques, permit une circulation accrue des biens, des idées et des technologies. La multiplication des ateliers, des marchés, ainsi que l'introduction de nouveaux produits favorisèrent la croissance économique, mais aussi les inégalités sociales qui accompagnaient ces transformations. Cette dynamique fit de la Perse une plaque tournante entre Orient et Occident, un carrefour vital pour l'histoire économique de la région. D'un point de vue militaire, les armées séleucides gardèrent une structure largement influencée par les traditions macédoniennes, basées sur la phalange et l'usage intensif de la cavalerie. Néanmoins, elles incorporèrent également des éléments propres aux diverses populations sous leur contrôle, notamment des unités d'archers et de guerriers montés d'origine iranienne. Ces forces combinées leur permirent de tenir tête face aux nombreux ennemis, mais aussi de réprimer les révoltes internes. L'entretien de telles forces était coûteux et la logistique complexe, conditionnant largement les capacités d'expansion et de maintien du pouvoir des Séleucides. L'étude des textes historiques produits durant cette période montre un intérêt marqué pour les récits fondateurs, mélangeant mythes grecs et traditions persanes. Des œuvres comme celles de Strabon ou Polybe témoignent d'une tentative de comprendre et d'expliquer la complexité des interactions culturelles et politiques. Ces écrits véhiculèrent une image de Séleucide à la fois bâtisseur d'un empire cosmopolite et acteur d'une lutte constante pour la survie face aux forces multiples de la géopolitique régionale. Leur héritage reste fondamental pour saisir l'histoire ultérieure de la région iranienne.
L'influence hellénique se poursuivit malgré la diminution progressive du pouvoir séleucide face à l'essor des Parthes à partir du IIe siècle avant notre ère. Ceux-ci réussirent à prendre le contrôle des territoires orientaux tout en respectant et en intégrant plusieurs aspects de la culture perse. Ce déplacement du pouvoir contribua à la complexification du paysage politique iranien, où coexistaient différentes dynasties, chacune enrichissant la tradition historique et culturelle locale. La période séleucide fut ainsi une étape charnière, même si souvent éclipsée par les événements majeurs qui suivirent. En conclusion, l'époque hellénistique sous les Séleucides représente une transformation majeure de la Perse ancienne. Elle instaura un dialogue culturel et politique entre les apports grecs et le substrat perse ancien, modulant les fondations de la civilisation iranienne. Cette synthèse ne fut ni complète ni uniformément acceptée, mais elle marqua une étape cruciale de transition, essentielle pour comprendre les évolutions ultérieures. Alors que l'influence hellénique s'atténuait, les racines perses retrouvaient peu à peu leur place dans la dynamique puissante qui allait conduire aux bouleversements majeurs, tels que la conquête par les Parthes et plus tard, les transformations politiques et religieuses profondes du pays. Ces événements ouvrent la voie à l'étude du prochain chapitre de cette histoire riche et complexe. L'avènement des Parthes. La montée des Parthes constitue un chapitre essentiel dans l'histoire ancienne de l'Iran et illustre un changement notable après la fin de l'empire achéménide et la domination séleucide. Originaire des steppes situées à l'est de la mer Caspienne, ce peuple nomade a su s'imposer progressivement grâce à ses compétences militaires et son organisation politique avant tout ingénieuse et adaptée aux circonstances. Leur établissement sur le plateau iranien a marqué un renouveau pour les traditions persanes qui risquaient de s'éteindre sous l'influence hellénistique. La résistance que les Parthes opposèrent à l'Empire romain est au cœur de leur renommée. En effet, alors que Rome étendait son pouvoir vers l'Est, ils s'établirent en véritables défenseurs des frontières orientales, repoussant les légions à plusieurs reprises. Cette opposition dura près de 4 siècles, rivalisant de stratégies pour garantir l'indépendance de leur territoire. Les batailles étaient souvent marquées par l'usage de cavaliers précisément entraînés dans l'art du combat équestre, mêlant rapidité et agilité pour déstabiliser les forces adverses. Le système militaire parthique reposait sur des unités équestres très mobiles et redoutables. Ces archers à cheval, protégeant des attaques frontales avec une maîtrise remarquable de l'arc composite, formaient une force flexible et difficile à vaincre en terrain ouvert comme accidenté. En plus des soldats réguliers, de nombreuses tribus locales étaient intégrées aux forces armées, ce qui renforçait la cohésion et donnait accès à une diversité tactique dont peu d'ennemis pouvaient s'en prémunir. Leur savoir-faire dans la gestion rapide des ressources militaires fut un autre pilier de leur succès défensif. Au niveau politique, les Parthes mirent en place un système de gouvernement fédéraliste relativement souple. Ce modèle permettait la coexistence de nombreuses aristocraties locales qui conservaient une large autonomie en échange de leur loyauté envers le roi des rois. Ainsi fut conservée une certaine harmonie entre les différentes composantes de l'Empire, fondée sur un équilibre subtilement maintenu entre pouvoir central et pouvoirs locaux. Ce mode d'administration, distinct de l'orientalisme centralisé précédent, fut crucial pour permettre à l'Empire parthique de survivre dans une région aux nombreuses tensions. C'est aussi à cette époque que des traditions persanes reprises des époques passées furent réaffirmées avec force. Les Parthes promurent la continuation des rituels zoroastriens, des cérémonies culturelles et des fêtes anciennes, tout en s'adaptant à la diversité des populations qu'ils gouvernaient. Reflétant une identité forte, ce syncrétisme religieux et culturel contribua à affermir leur légitimité et simultanément à créer un sentiment d'unité parmi les peuples hétérogènes composant leur empire. Ce rôle de conservateur des valeurs anciennes place les Parthes comme une étape clé de l'histoire iranienne. Par ailleurs,
les échanges commerciaux reprirent avec vigueur sous la domination parthique. Leur position géographique stratégique, à la croisée des routes reliant l'Orient et l'Occident, leur permit de contrôler des flux de marchandises de précieux et d'encourager un développement économique bénéfique pour l'État. Soie, épices, métaux précieux circulaient sur le territoire impérial et hors des frontières, tandis que les villes connaissaient une activité accrue et l'essor d'artisans qualifiés. La prospérité matérielle engendrée renforçait indirectement la stabilité politique. Il convient également de noter que la culture matérielle parthique témoignait d'une certaine continuité, mais aussi d'innovation. L'art de la sculpture, les monnaies frappées ou encore la production textile conservèrent des motifs hérités de la Perse antique tout en intégrant des éléments inspirés des contacts avec les Hellènes et des peuples voisins. Ce brassage se manifeste dans la richesse visuelle des objets retrouvés, qui traduit la complexité d'une société où tradition et adaptation se conjuguaient constamment. La durée de vie de cet empire fut néanmoins marquée par des défis internes et externes importants. La menace romaine permanente nécessitait une vigilance constante. De plus, des rivalités au sein des élites et des tensions entre les différentes tribus composant la confédération parthique mettaient à rude épreuve l'unité du royaume. Malgré tout, les rois qui se succédèrent réussirent à maintenir leur autorité et à préserver la cohésion politique, ce qui n'a pas manqué d'influencer les structures administratives et militaires qui suivirent. Cette période d'ascension et de préservation des traditions persanes servit de transition entre les influences hellénistiques et la sédimentation progressive des éléments qui aboutiraient plus tard à l'avènement de l'Empire sassanide. Par leur action efficace pendant plusieurs siècles, les Parthes constituèrent un pont historique essentiel, en consolidant des institutions, en défendant un territoire et une culture face à de nombreuses menaces extérieures, tout en renforçant l'identité nationale iranienne. Ainsi, l'héritage parthique, complexe et durable, se manifeste autant dans leur choix militaire innovant que dans la reconnaissance du pluralisme culturel et politique face à la pression extérieure. Le récit de cette époque invite à comprendre comment un peuple nomade put se métamorphoser en un empire capable de rivaliser avec l'une des plus puissantes civilisations antiques pour préserver le patrimoine et les valeurs iraniennes qui perdureraient dans les siècles à venir, jusqu'à influencer durablement la région. Dès lors, une fois la période parthique achevée, se dessina une nouvelle ère qui allait dépasser les enjeux militaires pour se concentrer davantage sur la renaissance culturelle et administrative de la Perse, annonçant des transformations profondes qui influenceraient son avenir immédiat et distant. Cette transition marqua l'entrée dans la phase suivante de l'histoire iranienne qui accueillera l'Empire sassanide comme acteur majeur des siècles à venir. L'Empire sassanide et son héritage. L'Empire sassanide, fondé au début du IIIe siècle de notre ère, représente une phase majeure dans l'histoire de la Perse. Après la chute de l'Empire parthe, Ardashir Ier établit une monarchie centralisée qui durera plus de 400 ans. Cette période voit l'instauration d'un pouvoir fort appuyé sur un système administratif rigoureux, fondé sur la codification des lois et la structuration des provinces, ce qui contribue à un meilleur contrôle du territoire vaste et diversifié. Les réformes d'Ardashir et de ses successeurs renforcent l'influence de la religion zoroastrienne, qui devient l'épine dorsale idéologique de l'État sassanide. Cette religion monothéiste, centrée sur Ahura Mazda, inspire les institutions et l'éthique gouvernementale. Le clergé zoroastrien joue un rôle clé dans l'éducation et la justice, contribuant ainsi à la stabilité politique tout en conservant une certaine indépendance culturelle du pouvoir royal. Sur le plan militaire, l'Empire sassanide est en perpétuelle rivalité avec l'Empire romain, puis byzantin. Cette rivalité se manifeste par une série de conflits frontaliers prolongés avec des batailles aux résultats alternés. Ces affrontements épuisent les ressources des deux puissances, mais renforcent également la discipline
et la technicité des armées sassanides, qui développent de nouvelles tactiques et innovations, notamment dans l'usage de la cavalerie lourde. Les échanges culturels et commerciaux avec les mondes romains, indiens et chinois contribuent à l'épanouissement économique et intellectuel de la Perse sassanide. Les routes de la soie, traversant le territoire, facilitent le commerce des biens précieux tels que la soie, les épices et le verre. Les villes comme Ctésiphon deviennent des centres cosmopolites où les idées philosophiques et religieuses se rencontrent et se croisent. L'art sassanide se distingue par ses motifs décoratifs élaborés et une architecture monumentale. Les palais et les temples reflètent l'usage du fer à souder et de la pierre finement sculptée. Le relief rupestre, particulièrement développé, illustre les scènes de cour et les exploits royaux. Cette production artistique influence durablement l'art islamique qui suivra, notamment dans la décoration des palais et des mosquées. Sur le plan religieux, outre le zoroastrisme, l'Empire accueille diverses confessions, notamment le christianisme nestorien, le judaïsme et le manichéisme. Cette tolérance relative favorise un dialogue religieux complexe. La persistance de ces courants minoritaires témoigne de la multiplicité culturelle de la région et des échanges intellectuels intenses qui marquent cette époque. Les Sassanides réforment aussi la fiscalité afin d'assurer les revenus nécessaires à la défense et à la gestion de l'Empire. L'organisation des terres agricoles et la collecte des impôts sont centralisées. Ce système permet de financer non seulement l'armée, mais aussi les infrastructures publiques comme les routes, les ponts et les systèmes d'irrigation, essentiels pour l'agriculture dans cette région semi-aride. La langue pélevisse devient la langue officielle et administrative, favorisant l'unité politique et culturelle. Textes, documents officiels, inscriptions et littérature sont rédigés dans cette langue, assurant ainsi la diffusion des idées et des normes imposées par la cour royale. Cette unification linguistique soutient la cohésion d'un État composé de nombreuses ethnies et langues. Les relations avec l'Empire romain incluent aussi des moments de paix et d'alliance. Malgré les conflits, des traités commerciaux et diplomatiques sont régulièrement signés, permettant aux deux empires d'éviter la guerre sur certains fronts. Ces accords contribuent à une certaine stabilité régionale et favorisent les échanges culturels, notamment dans les domaines artistiques et scientifiques. À la fin de la période sassanide, le poids des conflits et les tensions internes fragilisent progressivement l'empire. Les incursions arabes se font plus pressantes et les populations locales ressentent les effets combinés des guerres et des réformes fiscales. Néanmoins, l'héritage sassanide demeure puissant, tant sur le plan culturel qu'administratif, guidant la région bien au-delà de la chute de l'Empire au milieu du 7e siècle. Ce riche héritage sera repris et adapté par les sociétés qui succéderont, notamment dans l'Empire islamique naissant. Les structures administratives, les traditions artistiques et les traits religieux de l'ère sassanide se retrouvent profondément inscrits dans la nouvelle ère qui s'ouvre. Le passage de la Perse antique à l'ère islamique s'appuie ainsi sur un socle historique consolidé depuis des siècles. Poursuivant cette continuité, la prochaine phase explorera les transformations vécues par la Perse sous l'influence du nouvel ordre religieux et politique issu de la révolution islamique. Ses implications dans la région et l'émergence de la modernité au sein d'un pays en perpétuelle évolution. La conquête islamique et la transformation culturelle. L'intégration de la Perse à l'Empire islamique ne fut pas un simple remplacement, mais un processus complexe de transformation. Les élites locales, issues de la noblesse sassanide et des notables urbains, ont souvent adopté l'islam tout en conservant leur position sociale. Ce phénomène a généré un syncrétisme notable entre les pratiques culturelles perses, telles que la langue et la poésie, et les principes islamiques. Il est important de noter que le persan a fini par devenir une langue littéraire majeure dans le monde musulman, notamment grâce à la floraison de genres poétiques classiques et à la transmission du savoir à travers les siècles. Politiquement,
la région a quitté le système impérial centralisé des Sassanides pour évoluer vers des formes plus décentralisées de gouvernement sous le califat. Les gouverneurs, ou émirs, nommés par les califes, exerçaient leur autorité locale tout en respectant les lois islamiques. Par ailleurs, le système administratif perse, avec ses institutions bien établies, a été adapté pour servir les objectifs du nouveau régime. Ces changements ont favorisé l'épanouissement des villes et du commerce, en particulier sur les routes reliant l'Orient à l'Occident. La dimension religieuse de cette transformation mérite une attention particulière. La conquête a entraîné l'islamisation progressive de la population, souvent par voie assez pacifique, mêlant conversion, cohabitation et parfois résistance. Le zoroastrisme, religion dominante avant l'islam, a continué d'exister pendant plusieurs siècles, mais a décliné surtout face à la montée du chiisme, qui s'est consolidé dans la région au fil du temps. La Perse devint ainsi un centre majeur de cette branche de l'islam, ce qui influença profondément sa culture, sa politique et ses relations avec les puissances voisines. L'art et la science perse jouèrent un rôle capital dans la formation de la civilisation islamique. Les scientifiques, philosophes, médecins et poètes persans ont contribué à l'âge d'or islamique en transmettant des connaissances issues d'anciennes traditions et en développant de nouvelles disciplines. Le califat abbasside de Bagdad s'appuyait largement sur ces talents, témoignant d'une symbiose culturelle remarquable. L'architecture aussi refléta cette fusion, avec des motifs persans intégrés dans les mosquées et palais, créant des espaces à la fois spirituels et esthétiques. Au plan social, cette période vit une transformation des structures traditionnelles. L'aristocratie perse perdit en influence directe face à la montée d'une nouvelle classe de religieux et d'administrateurs musulmans. Cependant, la coexistence de diverses communautés religieuses et ethniques donna naissance à une société pluraliste et complexe. Cette dynamique permit le maintien d'une certaine harmonie malgré les tensions inévitables liées à la coexistence de plusieurs identités culturelles. La littérature persane, enrichie par le milieu islamique, devint un moyen d'expression privilégié et un vecteur d'enseignement spirituel et moral. Les poètes ainsi que les savants utilisèrent la langue persane pour diffuser des idées qui rassemblaient héritage ancien et innovation religieuse. Cette production intellectuelle joua un rôle crucial dans la consolidation de l'identité iranienne au sein du monde islamique. À mesure que les siècles passaient, la Perse reconnut progressivement sa spécificité tout en restant intégrée à un univers islamique plus vaste. Le chiisme, en particulier, devint un marqueur identitaire fondamental, politique et religieux. La naissance des dynasties locales chiites renforça ce trait distinctif, notamment à partir de la période des Safavides. Ce regroupement religieux contribua à la cohésion interne de l'État et à la différenciation avec ses puissants voisins. La transformation politique et culturelle imposée par la conquête islamique entraîna également des changements dans la vie quotidienne, les pratiques sociales et les rites. Les nouveaux paradigmes juridiques, éducatifs et moraux furent intégrés dans le tissu social, orientant les comportements individuels et collectifs. Ces mutations s'inscrivirent dans une continuité historique complexe où héritage perse et tradition islamique s'entremêlaient étroitement. Ainsi, la conquête musulmane ne fut pas seulement un événement militaire rapide, mais un changement structurel profond. La Perse passa d'un empire païen à un cœur vivant de la civilisation islamique, jouant un rôle déterminant dans la diffusion culturelle, scientifique et religieuse. Cette intégration prolongea et transforma l'héritage ancien, façonnant une nouvelle identité qui allait influencer toute la région pour les siècles à venir. Ce panorama montre que la généalogie de la Perse moderne se conjugue avec celle de l'islam, dans une interaction dynamique mêlant influences multiples et innovations durables. Cette période ouvre ainsi la voie au développement politique ultérieur, aux mouvements de pensée importants et aux défis sociaux qui caractérisent son histoire complexe. L'héritage de cette époque
prépare les fondations sur lesquelles se construiront les transformations plus récentes qui formeront le thème de la prochaine exploration. Dynastie et renaissance culturelle médiévale. Au cours de la période médiévale, plusieurs dynasties successives régnaient sur les territoires qui composent aujourd'hui l'Iran, chacune contribuant à un riche héritage culturel, artistique et scientifique. Parmi ces dynasties, les Seldjoukides occupent une place majeure. Ils émergèrent au XIe siècle, venant d'Asie centrale, et établirent un empire couvrant une vaste partie du Moyen-Orient. Leur règne fut marqué par une organisation politique solide et une promotion active des arts et des sciences. Sous leur égide, l'architecture connut un essor significatif avec la construction de madrasas, de mosquées et de caravansérails, infrastructures essentielles pour la vie intellectuelle et commerciale. Les Seldjoukides favorisaient également la traduction d'ouvrages scientifiques classiques, notamment grecs et indiens, vers le persan et l'arabe, ouvrant ainsi la voie à une diffusion plus large du savoir. Ce travail achevait la transmission de plusieurs disciplines, telles que la médecine, l'astronomie et la philosophie, et incitait à l'innovation. Les villes comme Ispahan devinrent des centres intellectuels brillants où s'épanouissaient savants, poètes et théologiens. Le rayonnement culturel de cette période reflétait une volonté de fusionner tradition et modernité. Au XVe siècle, une autre dynastie importante prit le relais, celle des Safavides, dont l'ascension marqua un tournant décisif dans l'histoire iranienne. Elle affirma la centralisation du pouvoir et l'orientation religieuse chiite qui perdure encore aujourd'hui. Sous les Safavides, la dynamique artistique connut un renouveau, notamment dans la peinture miniature, la calligraphie et le tissage de tapis, reconnus comme des fleurons de l'art persan classique. Le soutien des mécènes permit une production culturelle foisonnante, impliquant la création d'une littérature poétique raffinée et de témoignages historiques précieux. Cette époque fut aussi caractérisée par un intérêt accru pour la philosophie et les sciences exactes, inspirée par la redécouverte d'ouvrages anciens et par des avancées originales dans la médecine et l'astronomie. L'échange intellectuel avec l'Occident s'intensifia, bien que dans un contexte parfois conflictuel, ce qui nourrissait un dialogue complexe entre tradition et influences extérieures. Ces interactions marquèrent durablement le développement des idées au sein des cercles universitaires et des institutions religieuses. Par ailleurs, la période médiane du Moyen Âge en Iran fut traversée par des défis importants, notamment des invasions et des luttes internes, qui ne stoppèrent cependant pas la vitalité culturelle. Les souverains faisaient de preuve d'une certaine tolérance religieuse et encourageaient la coexistence d'éléments diversifiés, tout en renforçant leur légitimité par le patronage des arts et la consolidation de l'identification nationale. Cette période permit de conserver une identité persane forte et un esprit créatif fécond malgré les perturbations externes. L'héritage laissé par ces dynasties demeure visible aujourd'hui, non seulement dans le patrimoine architectural remarquable, mais aussi dans le tissu intellectuel, où se conjuguent connaissances anciennes et innovations. La transmission de cette richesse culturelle fut fondamentale pour la maturation d'une conscience historique iranienne profonde, favorisant l'émergence de mouvements littéraires et scientifiques ultérieurs. Elle prépara ainsi le terrain à des transformations majeures dans les siècles qui suivirent. En résumé, les dynasties seldjoukides et safavides incarnent une période de renaissance culturelle où la coexistence entre politique, religion et savoir permit un développement harmonieux. Leur action dépassa les simples frontières du pouvoir pour s'inscrire dans la construction d'une civilisation durable, aux multiples facettes qui inspirent encore. Ce long cheminement d'influences croisées permit à l'Iran de se positionner comme un carrefour essentiel entre Orient et Occident. Cette continuité historique conduisit progressivement vers de nouveaux bouleversements, notamment ceux liés à la modernité et à la transformation sociale. Avec la confiance consolidée dans l'identité nationale et culturelle,
de nouveaux défis apparurent, annonçant des changements politiques majeurs au cours des siècles suivants. Ces évolutions façonnèrent la transition vers l'époque contemporaine, caractérisée par des mouvements qui allaient influencer non seulement l'Iran, mais aussi la scène internationale. Il est désormais possible de parcourir ces transformations en dressant un tableau détaillé de la période plus récente. La Perse sous domination extérieure. La Perse, après avoir connu des siècles de grandeur sous diverses dynasties autochtones, a traversé une période marquée par une influence étrangère croissante qui a profondément affecté sa souveraineté politique et son évolution économique. À partir du XVIe siècle, l'arrivée des Moghols en Inde, puis l'incursion des Afghans et la montée de la dynastie Qajar ont engendré des bouleversements notables dans la structure étatique perse. Ces pouvoirs externes ont souvent exploité les faiblesses internes, accentuant les luttes pour le contrôle des territoires et les richesses, tout en introduisant des éléments culturels et administratifs venus d'ailleurs. Durant la période moghole, bien que le cœur de leur empire fût établi en Inde, leur influence sur la Perse s'est fait sentir à travers des échanges commerciaux et des ambitions territoriales fluctuantes. Alors que la Perse maintenait une relative autonomie, les Moghols cherchaient à renforcer leur emprise en établissant des alliances temporaires ou en soutenant certains princes perses en quête de pouvoir. Cela a souvent contribué à déstabiliser davantage une région déjà fragile, où les divisions internes et les rivalités dynastiques limitaient la capacité à faire front uni contre les menaces extérieures. L'arrivée des Afghans fut une étape particulièrement tumultueuse. Leur prise de pouvoir au début du XVIIIe siècle, notamment lors du sac de la capitale perse, a symbolisé un effondrement momentané de l'autorité locale. Cette occupation a provoqué un exode massif de population vers d'autres régions et a affaibli les structures administratives et militaires de la Perse. Cependant, elle a également suscité une résistance qui allait marquer la renaissance ultérieure de la politique perse sous une nouvelle dynastie, renforçant le sentiment national et la volonté de recouvrer une indépendance complète. L'ascension de la dynastie Qajar à la fin du XVIIIe siècle signale un tournant dans cette période d'instabilité. Les Qajars, eux-mêmes confrontés à des rivalités internes et à la pression constante des puissances impérialistes russes et britanniques, tentèrent de consolider leur règne en modernisant certains aspects de l'administration et en réformant l'armée. Néanmoins, leur dépendance envers des puissances étrangères pour la survie politique et financière limita ces initiatives. La Perse devint un théâtre stratégique où les intérêts des grandes puissances européennes se heurtaient, transformant graduellement la région en un espace d'influence contesté. Les conséquences de ces interactions multiples furent ressenties à différents niveaux. Sur le plan économique, la Perse connut des difficultés croissantes dues à des impôts sévères imposés pour financer des campagnes militaires inefficaces et maintenir des liens coûteux avec les puissances européennes. Ces pressions contribuèrent à un appauvrissement progressif des élites locales ainsi qu'à une paupérisation plus large de la population. Par ailleurs, les infrastructures et les réseaux commerciaux traditionnels déclinaient, remplacés ou détournés par des intérêts extérieurs, ce qui compliquait encore davantage la capacité de la Perse à s'inscrire dans une dynamique de développement autonome. Le contexte socio-culturel n'était pas en reste. Les influences étrangères introduisirent de nouvelles pratiques et idées, qui parfois conflictuelles avec les traditions perses autrichophiles, provoquaient des débats au sein des élites éclairées. L'adaptation à ces changements variait selon les régions, avec des centres urbains plus ouverts aux innovations, tandis que les zones rurales restaient profondément ancrées dans des modes de vie anciens. Cette dualité ajoutait une couche supplémentaire de complexité à la gouvernance et à la cohésion sociale, accentuant les tensions internes. Le rôle des puissances européennes est particulièrement central. La Russie, cherchant à étendre son influence vers le sud, jouait souvent un jeu diplomatique complexe,
appuyant certains prétendants à la cour perse ou orchestrant des traités avantageux. Simultanément, la Grande-Bretagne, soucieuse de protéger ses routes commerciales vers l'Inde, s'engageait dans des alliances et des interventions formatrices, souvent au détriment de la souveraineté perse. Ces politiques impérialistes multiplieront les pressions politiques et économiques, étouffant progressivement la capacité de décision indépendante des souverains qajars. Cependant, ces défis extérieurs ne furent pas simplement synonymes de faiblesse. Ils stimulèrent également des mouvements de réforme et de réflexion politique qui préfiguraient l'émergence du nationalisme perse. Certains intellectuels de l'époque commencèrent à défendre des idées nouvelles de modernisation et d'émancipation, cherchant à concilier héritage culturel et nécessité d'adaptation aux réalités contemporaines. Bien que ces efforts restèrent limités par la domination étrangère et les résistances internes, ils préservèrent l'espoir d'une renaissance possible. D'un point de vue militaire, la Perse subit plusieurs défaites qui dévoilèrent les limites d'une organisation traditionnelle face aux armées modernisées occidentales. Ce constat mena à des tentatives de réforme des forces armées, impliquant l'introduction de nouvelles doctrines, l'achat d'armes étrangères et la formation d'officiers selon des standards différents. Néanmoins, la dépendance matérielle et technique vis-à-vis des puissances européennes restait un frein important à une véritable autonomie stratégique et à la défense efficace des frontières. En résumé, la période moghole, afghane et qajare constitue une phase de transition complexe où la Perse tenta de naviguer entre tradition et modernité sous le regard souvent imposant de puissances extérieures. Cette époque est marquée à la fois par des reculs et des tentatives de maintien de la souveraineté, façonnant durablement la trajectoire historique du pays. Les contradictions et tensions issues de ces influences multiples préfigurent largement les transformations majeures que la Perse connaîtra au cours du XIXe et XXe siècle. Peu à peu, cette dynamique donnera lieu à des mouvements politiques plus structurés, une volonté renforcée de maîtrise des ressources naturelles et une conscience accrue des enjeux géopolitiques liés à la position stratégique du pays. Ce processus amorcé dans cette période complexe jettera les bases des changements profonds qui conduiront à la modernisation du territoire perse, à la naissance de nouvelles élites et à la redéfinition de son identité nationale. Le chemin vers ces mutations, bien que semé d'embûches, témoigne d'une résilience notable face aux défis difficiles imposés par l'histoire. Alors que la Perse poursuivra son évolution dans les décennies suivantes, les marques laissées par cette ère d'invasion et d'influence étrangères continueront d'influencer les débats politiques et sociaux. La reconstruction de l'autorité centrale, la restauration de l'ordre économique et la maîtrise des rivalités internationales demeureront au cœur des préoccupations des dirigeants, préparant ainsi le terrain pour les transformations majeures qui seront au centre des chapitres suivants. Ce parcours historique impose une réflexion approfondie sur la manière dont un pays peut préserver sa singularité tout en intégrant les exigences du monde extérieur. Les débuts de la modernisation en Perse. Au cours du XIXe siècle, la Perse s'est trouvée à un carrefour crucial de son histoire. Ce fut une période marquée par une prise de conscience progressive des défis que représentait la modernisation face à un monde en pleine mutation. L'Empire perse, riche de son passé millénaire, dut envisager des réformes politiques, économiques et sociales visant à renforcer son autorité tout en conservant son identité profonde. Ces tentatives de changement se manifestèrent d'abord par un effort pour moderniser l'administration et les infrastructures, souvent inspirés par les exemples occidentaux, mais adaptés aux réalités locales. Les tentatives de réforme sous les qajars reflétaient une double nécessité. D'une part, il s'agissait de répondre à l'affaiblissement de la monarchie face aux puissances européennes qui disputaient l'influence dans la région. D'autre part, la pression interne pour améliorer les conditions économiques et sociales ne cessait de croître, notamment dans les centres urbains
où la population était consciente des transformations en cours dans le monde. La Perse entreprit ainsi des mesures pour rationaliser l'administration, introduire des codes juridiques plus clairs et moderniser les forces armées, bien que ces efforts rencontrèrent souvent des résistances. Sur le plan économique, la Perse dut composer avec un environnement marqué par l'ouverture commerciale et la concurrence accrue des produits occidentaux. Les premières réformes visaient à stimuler l'agriculture, à développer des infrastructures telles que les chemins de fer et à encourager la formation d'une bureaucratie capable de gérer les nouvelles réalités économiques. Toutefois, le pays restait globalement dépendant des exportations de matières premières, en particulier le coton, et la modernisation économique demeurait inachevée. Ces évolutions fragiles exposaient le pays à une influence grandissante des intérêts étrangers, notamment ceux de la Russie et de la Grande-Bretagne, ce qui compliquait les efforts de souveraineté. Les réformes sociales tendirent vers une amélioration des structures éducatives, avec la création de nouvelles écoles et instituts destinés à former une élite capable de participer à la gestion du pays dans un contexte modernisé. Le respect des traditions religieuses et culturelles restait un élément central, mais une certaine ouverture à la pensée occidentale commençait à s'imposer. Ce phénomène entraîna la naissance d'une intelligentsia nouvelle, partagée entre le besoin de changement et l'attachement aux valeurs nationales historiques. Il s'agissait d'un équilibre délicat, dans lequel les influences modernes et traditionnelles coexistaient, parfois en tension. Parmi les figures politiques clés qui marquèrent à cette époque, Mozaffar ad-Din Shah, régnant au tournant du siècle, fut un acteur important. Sous son règne apparurent les premières revendications constitutionnelles, notamment avec la rédaction de projets visant à limiter les pouvoirs royaux et à instaurer une assemblée consultative. Ces projets se traduisirent finalement par la révolution constitutionnelle, soulignant le désir d'une société plus participative et structurée. Cette période posa les bases d'une transformation politique importante, même si les conflits entre tradition et modernité ne cesseront de ponctuer l'histoire perse contemporaine. L'importance de ce mouvement réformiste fut également visible dans le rôle central des villes comme Téhéran et Ispahan, qui devinrent les foyers d'un éveil intellectuel et politique inédit. L'influence des publications périodiques, de la presse et des cercles philosophiques permit la propagation d'idées nouvelles appelant à la modernisation tout en respectant les spécificités culturelles. Les débats qui en résultèrent illustrèrent la complexité d'un pays en quête d'une nouvelle voie, où le passé glorieux se confrontait aux exigences d'un temps nouveau. La question de la souveraineté économique et politique occupa une place primordiale dans ces évolutions. La Perse dut continuellement jongler avec la pression des puissances européennes, dont les intérêts économiques se traduisirent souvent par une ingérence manifeste. Les concessions diverses accordées aux compagnies étrangères affaiblirent la capacité de l'État à contrôler ses ressources, ce qui attisa les revendications nationalistes. L'enjeu n'était pas seulement la modernisation, mais aussi la défense du territoire et de la dignité face à un monde extérieur perçu parfois comme menaçant. Sur le plan culturel, cette période vit également un regain d'intérêt pour le passé entrelacé de mythes et d'histoires réelles. Les efforts pour valoriser la langue persane, les traditions artistiques et le patrimoine architectural s'accordèrent avec le désir d'affirmer une identité nationale forte. Le modernisme ne s'exprima donc pas en opposition frontale au passé, mais plutôt comme une réappropriation dynamique de celui-ci, intégrant les acquis historiques dans un projet de futur renouvelé. Cette démarche contribua à forger une conscience nationale plus cohérente et partagée. Dans le domaine religieux, les autorités chiites jouèrent un rôle clé dans les débats sur la modernisation. Elles furent à la fois garantes des traditions spirituelles et parfois critiques vis-à-vis des réformes jugées trop occidentalisantes. Le clergé persan tenta de trouver un équilibre en adaptant certains enseignements, tout en maintenant un contrôle social important.
Cette dynamique reflète la complexité d'une société où la religion et la politique étaient étroitement liées, impliquant parfois des tensions, mais aussi des compromis indispensables à la stabilité. Les premières tentatives de centralisation du pouvoir siégeaient au cœur de ces transformations. La volonté des souverains successifs fut de réduire le pouvoir des notables locaux et des tribus, afin d'affirmer une autorité plus directe. Cependant, cette action provoqua fréquemment des résistances et des rébellions, témoignant de la diversité politique du pays et des enjeux d'intégration nationale. C'est dans ce contexte que le concept de nation moderne persane commença à se définir, bien que sa réalisation resta incomplète au début du XXe siècle. Enfin, ces développements ouvrirent la voie à des événements majeurs qui allaient secouer profondément la Perse. L'émergence de mouvements constitutionnalistes, le débat sur la souveraineté, la place de la religion et les conflits entre modernisation et tradition furent les éléments constitutifs d'une société en pleine mutation. Ces transformations préparèrent le terrain aux bouleversements politiques futurs, notamment la révolution constitutionnelle, qui aura une importance déterminante pour l'évolution du pays. Ce processus fut autant une réponse aux exigences du temps qu'un dialogue continu avec son histoire millénaire. Ainsi se profile une époque fondatrice, où la Perse commence à conjuguer passé et avenir, tradition et modernité, sous le regard attentif de ses acteurs. Les efforts de réforme et d'adaptation amorcés au XIXe siècle marquent la transition vers une ère nouvelle, complexe et riche en défis. Le chemin vers la consolidation d'un État moderne se dessine dans cette période, avec ses avancées et ses reculs, nourrissant une histoire toujours en devenir. Ces prémices de la modernisation ouvrent la porte à l'élaboration de nouvelles dynamiques que le chapitre suivant explorera à travers l'intensification des mouvements politiques et sociaux. La révolution constitutionnelle et ses conséquences. La révolution constitutionnelle iranienne trouve ses racines dans les profondes transformations sociales et politiques qui marquèrent la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle en Méditerranée. Perse, le pays, encore sous le règne de la dynastie Qajar, affrontait alors de nombreux défis. Une économie fragile, des institutions traditionnelles affaiblies et une souveraineté nationale menacée par les ingérences étrangères. Les tensions croissantes entre les différentes forces sociales, économiques et politiques mirent en lumière la nécessité d'une réforme majeure. La montée des revendications pour une limitation du pouvoir royal se fit entendre notamment parmi les bazaristes, les religieux réformateurs et une nouvelle classe d'intellectuels influencés par les idées constitutionnelles venues d'Occident. Les commerçants cherchaient à protéger leurs intérêts face à la corruption et aux privilèges des élites, tandis que les clercs voulaient réconcilier le droit islamique avec des principes juridiques modernes. Cet élan commun permit de jeter les bases d'un mouvement qui, malgré ses divergences internes, aspirait à une monarchie constitutionnelle assurant la séparation des pouvoirs. Les événements de l'année 1896, souvent considérés comme le point de départ de la révolution constitutionnelle, furent marqués par l'adoption de la première constitution perse. Ce texte institua un parlement appelé Majlis, chargé de légiférer et de contrôler l'action du gouvernement, tout en limitant l'autorité du Shah. Ce changement fondamental suscita de fortes résistances de la part de Mohammad Ali Shah, qui chercha à restaurer son pouvoir absolu par la répression. Les affrontements entre les forces monarchiques et les partisans de la Constitution aboutirent à une période d'instabilité politique et à des interventions militaires. La résistance populaire et les pressions internationales, notamment de la Russie et du Royaume-Uni, conduisirent finalement à la répression de Mohammad Ali Shah et à la restauration du Parlement. Cependant, les tensions entre différents groupes se maintinrent. Les réformes furent souvent freinées par les intérêts contradictoires, tant des chefs religieux que des élites politiques et économiques.
La coexistence entre modernisation et tradition demeura un défi constant, alimentant des débats parfois virulents sur le rôle de la religion, la place des femmes et la nature même de la souveraineté nationale. Parmi les figures marquantes de cette période, on peut évoquer Sattar Khan, un chef révolutionnaire qui incarna la force populaire du mouvement constitutionnaliste. Sa détermination et son leadership dans la défense Tabriz, l'une des villes clés de la Révolution, symbolisèrent l'engagement des masses contre l'autocratie. Parallèlement, des intellectuels comme Mirza Malcolm Khan promurent des idées de réforme politique et juridique inspirées des expériences européennes, cherchant à concilier les aspirations démocratiques avec la culture perse. La constitution perse de 1897, bien que révolutionnaire à son époque, refléta aussi les limites du compromis entre modernité et tradition. Elle reconnut officiellement la religion d'État, l'islam chiite duodécimain, tout en instituant une législature élue, mécanisme alors inédit dans cette région. Ce modèle hybride attira autant d'espoir que de résistance, car il impliquait une redéfinition du pouvoir religieux et politique, une tâche complexe qui occupa les débats jusqu'aux décennies suivantes. En parallèle à ces évolutions internes, la Perse dut composer avec la pression grandissante des puissances impérialistes. Le Royaume-Uni et la Russie imposaient leur sphère d'influence et tiraient parti de la faiblesse de l'État central. Les concessions économiques et les accords inégaux contribuaient à alimenter le mécontentement populaire et le sentiment d'humiliation nationale. Cela renforça le poids des mouvements constitutionnalistes à la recherche d'une souveraineté réelle et d'une politique indépendante, éléments clés de leur légitimité. L'impact de la révolution constitutionnelle dépassa ainsi la simple réforme politique. Elle ouvrit une ère nouvelle, marquée par une conscience nationale renforcée et par l'émergence d'une société civile plus active. Les débats sur les droits, la justice et la modernité se diffuseraient au-delà des élites, touchant une population grandissante, même si la stabilité du régime restait fragile. Ce processus posa les bases des transformations qui allaient caractériser l'Iran au cours du siècle suivant. Malgré ces avancées, le système constitutionnel continua à être miné par les rivalités internes, les influences d'extérieur et les résistances conservatrices. Ces difficultés expliquent en partie les crises politiques récurrentes et la montée d'un autoritarisme nouveau dans la deuxième moitié du XXe siècle. Cependant, les acquis de cette révolution restèrent une référence symbolique, un rappel des aspirations à la justice, à la participation et à la souveraineté populaire. Ainsi, la révolution constitutionnelle persane constitue une page essentielle de l'histoire de l'Iran contemporain, une étape décisive dans la construction d'un ordre politique moderne. Elle éclaire les tensions entre continuité et changement, entre légitimité ancienne et exigences nouvelles qui traversèrent le pays tout au long des décennies suivantes. Cette période inaugura un parcours complexe où se mêlèrent les luttes idéologiques, les conflits sociaux et la quête d'identité nationale. La compréhension de cet épisode aide à saisir les racines de transformations majeures qui suivirent, comme l'essor du nationalisme, les conflits religieux internes et les mouvements de réforme sociale. Elle explique aussi en partie les réactions politiques qui mèneront plus tard à des bouleversements profonds, notamment lors de la révolution islamique. Les idées, les tensions et les institutions nées de la révolution constitutionnelle influencèrent durablement le paysage politique iranien. Le récit de la révolution constitutionnelle s'inscrit ainsi dans une continuité historique dynamique, marquée par la confrontation entre un passé féodal et les exigences d'une modernité politique. Cette articulation reste un thème majeur pour comprendre les défis persistants auxquels l'Iran a été confronté tout au long du XXe siècle et jusqu'à nos jours. Cependant, la complexité des forces en présence et la diversité des réactions démontrent la richesse d'une histoire nationale qu'il convient d'aborder avec nuance et profondeur. Loin d'être un simple épisode, cette révolution fut un élément fondateur du tissu politique iranien.
façonnant durablement les rapports entre pouvoir, société et religion. Au terme de cette période, le pays se trouva sur un terrain politique transformé, mais fragile, où les ambitions de réforme peinaient à trouver leur pleine expression. La permanence des antagonismes révéla d'emblée les limites d'un système parlementaire naissant soumis à de fortes contraintes économiques et sociales, en particulier face à la pression étrangère et aux résistances internes. Cette histoire offre une clé de lecture pour les évolutions ultérieures, en particulier le rôle central que jouera le renouveau religieux et l'affirmation d'une identité politique fondée sur une lecture spécifique de l'islam chiite. Le dialogue et parfois le conflit entre modernité et tradition, entre stratégie politique et revendications populaires, trouvèrent leur prolongement dans les décennies suivantes. Ainsi, la révolution constitutionnelle peut être perçue comme le premier grand pas vers une mobilisation politique de masse en Iran, posant des jalons qui influenceraient fortement le cours des événements futurs. Les subtilités des alliances et des oppositions politiques à cette époque ouvrent la voie à une lecture plus fine des transformations qui allaient profondément bouleverser le pays. Ce lent processus historique, marqué par des avancées et des reculs, invite à considérer l'histoire iranienne dans sa complexité, sans réduire ces épisodes à des simplifications réductrices. En témoigne la richesse des débats de l'époque qui mêlèrent questions sociales, économiques et culturelles. À mesure que la République islamique prend forme des décennies plus tard, il devient évident que les fondements d'une gouvernance moderne, basée sur la lutte pour une constitution et un parlement, gardent toute leur pertinence. Cette continuité révèle combien la mémoire politique et les aspirations du passé imprègnent encore la réalité contemporaine. C'est donc avec une attention renouvelée aux nuances historiques que l'on peut comprendre l'importance de cette révolution, loin d'être un simple événement isolé, mais bien un moment clé dans la longue quête de l'Iran pour une recomposition politique adaptée à son temps. En évoquant la révolution constitutionnelle, on mesure aussi comment les idées initiées alors ont traversé les générations, modifiant peu à peu la manière dont la société iranienne envisageait son avenir et son identité collective. La dynamique politique née de cette période permit à une nouvelle forme de conscience civique et nationale d'émerger, même face aux nombreuses épreuves qui suivirent. Cela jeta les bases d'une inscription durable dans l'histoire du combat pour les droits et pour une représentation politique effective. Le chemin parcouru par la Perse, puis l'Iran, depuis la révolution constitutionnelle jusqu'aux transformations ultérieures, reste ainsi un exemple de la complexité du changement politique, où les aspirations populaires rencontrent souvent des obstacles puissants. Cette période reste d'autant plus fascinante qu'elle s'inscrit dans une région où les bouleversements politiques ont eu des répercussions considérables sur l'équilibre géopolitique et culturel. La modernisation intense de la société iranienne y apparaît comme un phénomène emblématique, à la fois original et révélateur. La compréhension exacte des causes, du déroulement et des conséquences de la révolution constitutionnelle est cruciale pour percevoir les enjeux de l'histoire iranienne sous un nouveau jour et pour mieux appréhender les défis contemporains auxquels le pays fait face. À mesure que la narration historique avance, il devient possible d'observer comment cette étape a façonné les mentalités, les institutions et les pratiques politiques iraniennes jusqu'à aujourd'hui. Elle reste une source d'enseignement et de réflexion profonde. Ce contexte prépare ainsi le terrain pour analyser plus en détail les événements majeurs qui suivirent, notamment la montée de l'autoritarisme monarchique, la révolution islamique et les aspirations nationales à une souveraineté nouvelle. La transition vers ces développements ultérieurs s'effectue dans un cadre marqué par des luttes persistantes entre tradition et innovation, entre influences extérieures et volonté d'émancipation déjà perceptible dans cette phase initiale. C'est dans ce mouvement continu d'histoire que se déploie l'épopée iranienne, riche de contradictions et d'espoir, que les prochaines étapes viendront approfondir avec leur propre dynamique spécifique.
Ainsi, l'attention portée à la révolution constitutionnelle s'avère essentielle pour approcher la complexité de l'Iran moderne, en tenant compte de son passé, tout en observant les signes du changement à venir. Ce récit historique, dense mais accessible, s'inscrit dans la volonté de restituer un panorama complet qui permette d'apprécier les forces en jeu et les enjeux pour la société iranienne d'hier et d'aujourd'hui. À la lumière de cet exposé, la suite de cette histoire trouvera naturellement son prolongement dans l'examen des mutations politiques majeures du XXe siècle, dont les résonances se font encore sentir dans le présent. La révolution islamique de 1979. Dans les années 60, le régime autoritaire du Shah Mohammad Reza Pahlavi avait entrepris une série de réformes connues sous le nom de Révolution blanche. Celle-ci visait à moderniser le pays, en promouvant notamment la réforme agraire, l'expansion de l'éducation et l'industrialisation rapide. Cependant, ces mesures, bien qu'orientées vers le progrès économique, provoquèrent un mécontentement croissant parmi différentes couches de la population. Les paysans, par exemple, étaient souvent dépossédés sans compensation équitable, tandis que les classes moyennes voyaient l'influence des élites occidentalisées s'étendre, ce qui généralisait un sentiment d'injustice et d'aliénation. Parallèlement, la répression politique s'intensifia afin de maintenir le contrôle face à l'opposition croissante. Le contexte international joua également un rôle dans le développement des tensions internes. La guerre froide plaçait l'Iran dans une position stratégique cruciale, allié des États-Unis, ce qui renforçait certains antagonismes internes, surtout parmi les religieux et les nationalistes, qui percevaient cette alliance comme une atteinte à la souveraineté nationale et à l'identité culturelle iranienne. L'influence de la puissance étrangère était perçue comme une forme d'impérialisme moderne, alimentant le ressentiment populaire. Au cœur de la contestation émergente, la figure de l'ayatollah Ruhollah Khomeini s'imposa progressivement. Exilé à 1963 pour ses critiques virulentes contre le régime du Shah, il devint le symbole de la résistance religieuse. Ses discours et écrits circulaient clandestinement en Iran, galvanisant un large soutien auprès des bazaris, étudiants, religieux et segments divers de la société. Sa vision d'un gouvernement islamique basé sur la souveraineté divine contrastait avec le régime laïque en place. Cette idée novatrice sur le plan politique offrait une alternative crédible et mobilisatrice face à l'impasse du pouvoir en place. Dans les années 70, la situation économique empirait avec la hausse des inégalités et l'inflation, exacerbant le mécontentement général. Les manifestations se multiplièrent, souvent violemment réprimées, renforçant la radicalisation des opposants. L'échec des élites politiques à engager un dialogue sincère avec la population amplifia la distance entre le pouvoir et les citoyens. Paradoxalement, la modernisation rapide qui était censée consolider le régime contribua à fragiliser son assise sociale en bouleversant les structures traditionnelles et en accentuant le fossé culturel. L'année 1979 s'ouvrit sur un climat d'agitation intense. Plusieurs événements majeurs, comme le retour triomphal de Khomeini d'exil et la multiplication des grèves et manifestations, provoquèrent un bouleversement sans précédent. Les forces de sécurité ne parvenaient plus à contenir la contestation populaire qui s'étendait à l'ensemble des classes sociales. Le soutien des militaires au régime se fissura sous la pression et face à la perte de légitimité du Shah, qui fut contraint à l'exil en janvier. Ce départ symbolisa l'effondrement de l'ancien ordre. La prise de pouvoir par les révolutionnaires islamistes instaura une nouvelle ère politique. La monarchie fut abolie, remplacée par une république islamique fondée sur la doctrine théocratique prônée par Khomeini. Ce système associait le pouvoir religieux à l'autorité politique, établissant un ordre juridique reposant sur la charia. Il s'agissait d'une transformation radicale qui affecta tous les aspects de la vie sociale, économique et culturelle du pays.
Cette nouvelle constitution renforçait le rôle du guide suprême, conférant à la hiérarchie religieuse un contrôle étendu sur les institutions. Les conséquences sociales furent profondes. La révolution visait à restaurer des valeurs perçues comme authentiquement iraniennes et islamiques, rejetant ce qui était considéré comme une occidentalisation excessive. La société fut incitée à suivre des normes plus strictes, en particulier en matière de vie publique et privée. La place des femmes fut réévaluée avec l'imposition de codes vestimentaires et des restrictions qui reflétaient une interprétation conservatrice de la religion. Sur le plan international, le nouveau régime adopta une posture hostile envers les anciennes puissances occidentales, notamment les États-Unis. Cette rupture marqua une nouvelle phase de conflits et de tensions régionales et mondiales. Par ailleurs, l'Iran entama un programme nucléaire dont le développement suscita des inquiétudes et des controverses, accélérant son rôle géopolitique, mais aussi provoquant des sanctions internationales. L'enjeu du nucléaire représentait à la fois un objectif stratégique pour l'indépendance énergétique et une source de controverses diplomatiques. Ce bouleversement ne fut pas sans opposition. Plusieurs courants internes contestèrent les décisions prises, qu'il s'agisse de factions laïques, de réformateurs ou de minorités ethniques et religieuses. La consolidation du pouvoir révolutionnaire passa par des phases de répression et de réorganisation politique visant à éliminer ces dissidences. Cet exercice du pouvoir souvent autoritaire donna lieu à des débats sur la nature même du régime et ses implications futures. Ainsi, la révolution islamique fut le résultat d'une conjoncture historique particulière mêlant modernisation forcée, contestation populaire, revendications religieuses et enjeux géopolitiques. Elle modifia durablement la trajectoire politique, sociale et culturelle de l'Iran, posant les bases d'un régime différent de toutes les formes de pouvoir antérieures. Cette période peut être comprise comme un moment charnière, où l'identité nationale fut redéfinie au carrefour des traditions anciennes et des défis contemporains. En regardant rétrospectivement, on peut observer que la révolution islamique exprimait à la fois un rejet et un désir profond de renouveau. Porteur de contradictions entre modernité et tradition, autoritarisme et aspiration à la justice sociale. Le pays dut évoluer dans ce nouvel ordre avec son lot de défis, réinterprétant son histoire millénaire pour affirmer sa place dans le monde moderne. Cette dynamique complexe ouvre la voie à des développements ultérieurs qui continueront d'influencer l'Iran dans les décennies suivantes. Cette transformation prépare le terrain pour la compréhension approfondie des évolutions politiques et sociales qui suivirent, offrant un éclairage essentiel sur la suite de cette histoire fascinante. L'ère nucléaire et la politique contemporaine. Depuis les premières décennies du XXe siècle, l'Iran a amorcé une transition complexe vers la modernité politique et technologique, inscrivant son histoire dans un contexte mondial dominé par des enjeux stratégiques croissants. La politique nucléaire iranienne est née au cœur de cette dynamique, inscrite dans une démarche ambitieuse mêlant aspirations scientifiques et revendications souveraines. Initialement, les premiers projets nucléaires ont vu le jour sous le règne de Mohammad Reza Pahlavi, le dernier Shah d'Iran, qui percevait le développement de l'énergie nucléaire comme une étape essentielle pour affirmer le statut de son pays dans le concert des nations modernes. La vision du Shah était centrée sur la diversification des sources d'énergie dans un pays riche en ressources pétrolières, conscient des limites de cette dépendance à moyen et long terme. Le choix d'investir dans la technologie nucléaire s'intégrait aussi dans une politique extérieure tournée vers l'Alliance occidentale, notamment avec les États-Unis et l'Europe, qui ont fourni à l'Iran les premiers équipements et expertises nécessaires. Par ailleurs, cette période fut marquée par une volonté de progrès scientifique et éducatif, avec la création d'instituts spécialisés et la formation de cadres techniques, jet indispensable pour la maîtrise d'une technologie aussi exigeante que l'atome. Toutefois, la chute du régime du Shah au milieu des années 70
et la révolution islamique ont radicalement transformé l'orientation politique du pays et ses relations internationales. Le nouvel État islamique, fondé sur des valeurs religieuses et une souveraineté renouvelée, a hérité des projets nucléaires amorcés, mais dans un contexte de méfiance internationale accrue. Dès lors, l'Iran a affirmé son droit légitime à développer des recherches nucléaires à des fins pacifiques, en conformité avec les accords internationaux, tout en se heurtant à une surveillance et une opposition croissantes, notamment de la part des puissances occidentales. Les années qui ont suivi ont été caractérisées par une succession d'évolutions et de tensions, reflétant la complexité des ambitions iraniennes. Les infrastructures nucléaires ont été progressivement étendues et modernisées, y compris des installations dédiées à la recherche, à la production d'uranium enrichi et à la fabrication possible d'éléments critiques. Ce développement a alimenté un intense débat régional, entre rivalité historique avec des voisins comme l'Arabie saoudite et Israël, et préoccupations globales liées à la non-prolifération nucléaire. La crainte d'une course aux armements dans une zone instable a conditionné la politique internationale envers Téhéran, mêlant sanctions économiques, pression diplomatique et tentatives de dialogue. Malgré ces obstacles, l'Iran a affiché une ferme détermination à poursuivre ses programmes, justifiant cette politique par des motifs d'indépendance énergétique et de sécurité nationale. La mémoire de l'invasion irako-iranienne des années 80, ainsi que les expériences du blocus économique, ont renforcé la perception d'une menace extérieure permanente, légitimant selon les autorités iraniennes la nécessité d'un certain degré d'autonomie stratégique. Cette posture s'accompagne également d'une identité nationale forte, enracinée dans une civilisation millénaire, où la science et la technologie sont perçues comme des prolongements naturels de la grandeur passée. Les négociations nucléaires ont connu plusieurs phases, alternant entre optimisme et blocage. Un moment clé fut l'accord multilatéral conclu dans la deuxième décennie du XXIe siècle, visant à limiter le potentiel militaire de l'Iran en échange d'une levée partielle des sanctions économiques. Cet arrangement, fruit d'un travail diplomatique long et complexe, a illustré la volonté de trouver des compromis, tout en mettant en lumière les résistances internes et externes à tout changement profond. La fragilité de cet équilibre politique a conduit à des tensions récurrentes, notamment avec le départ puis le retour des États-Unis dans l'accord, symbolisant la volatilité des relations internationales. Le programme nucléaire iranien s'inscrit ainsi dans une trajectoire historique dense, un point de convergence entre héritage ancien et enjeux modernes. Il traduit l'ambition d'un État désireux de retrouver un rôle majeur sur la scène mondiale, tout en naviguant entre contraintes géopolitiques et aspirations nationales. Ce projet est aussi un miroir des défis rencontrés par les nations confrontées à la transformation rapide des technologies et des rapports de force globaux, au moment où la sécurité, l'énergie et la diplomatie s'entrelacent de façon inédite. En aval, cette complexité historique impose une lecture nuancée, évitant les simplifications excessives, souvent présentes dans le débat public. Elle invite à considérer les spécificités du contexte iranien, où les dimensions culturelles, religieuses et politiques se superposent pour engendrer des dynamiques singulières. L'Iran d'aujourd'hui porte les marques d'une évolution millénaire, enrichie par ses succès et ses épreuves, où la politique nucléaire représente un élément crucial, mais non exclusif de son identité et de ses relations avec le monde. Le parcours qui mène de la Perse antique à la République islamique moderne révèle une continuité dans la quête d'autonomie et de reconnaissance. Bien que les formes adaptées aux défis contemporains diffèrent profondément des conceptions passées. Ce cheminement invite à percevoir l'Iran non seulement à travers le prisme des conflits actuels, mais comme une entité historique qui a su s'adapter, résister et parfois se réinventer tout au long des siècles. La compréhension de ce processus est indispensable pour appréhender les tensions actuelles et entrevoir les perspectives d'un avenir où coopération et respect mutuel
pourrait prendre une place plus prépondérante. Ainsi, en embrassant cette perspective historique longue et apaisée, il devient possible d'aborder l'Iran contemporain avec davantage de recul et de clarté. Le projet nucléaire iranien ne se réduit pas à un simple enjeu technique ou militaire. Il exprime une volonté nationale complexe, liée à une histoire profonde où le savoir, la puissance et la souveraineté s'entrelacent. Cette dynamique invite à envisager les débats présents dans une approche équilibrée, consciente des enjeux passés et des aspirations présentes. Les prochaines étapes de cette histoire, qui seront détaillées dans la section suivante, démontreront comment ces trajectoires évoluent dans un contexte global en constante mutation.